Il y a un endroit en vous où l'obscurité se cache en silence. Ce n'est pas un espace physique, mais un champ invisible, construit par des pensées qui reviennent comme des échos interminables. Vous connaissez ces pensées. Elles apparaissent dans les nuits d'insomnie, dans les moments où vous devriez être en paix, et même lorsque le monde autour de vous semble tranquille. Ce sont des voix intérieures qui répètent des critiques, des peurs et de vieux souvenirs. Carl Jung appelait cela l'ombre, tout ce que nous rejetons ou cachons en nous, mais qui ne cesse jamais d'exister. Le problème est qu'en ignorant ces voix, elles grandissent en silence. Elles deviennent des chaînes invisibles qui façonnent nos choix, nos relations et même la façon dont nous nous voyons dans le miroir. La vie, peu à peu, semble se rétrécir autour d'elle. Mais il y a un secret caché. Ces pensées ne sont pas vous. Elles ne sont que des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Jung a dit, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cela signifie que tant que nous ne voyons pas la racine des pensées négatives, elles nous contrôlent. Imaginez une rivière souterraine coulant sous la terre. Vous ne la voyez pas, mais vous sentez sa force, son humidité, son influence. C'est ainsi que sont les courants inconscients. Quand vous vous demandez pourquoi vous répétez les mêmes erreurs, pourquoi vous attirez les mêmes douleurs, la réponse est dans ce flux invisible que vous n'avez pas encore éclairé. Chaque pensée négative est comme une goutte dans cette rivière cachée, nourrissant le courant de votre propre prison. Mais lorsque la lumière de la conscience pénètre, la rivière se révèle et le destin cesse d'être une malédiction pour devenir un choix. C'est ce voyage que nous allons commencer ici, de l'inconscient au conscient, du poids à la légèreté, de l'ombre à la clarté. Pensez à votre esprit comme à une maison. Dans l'une des pièces, il y a des fenêtres ouvertes, de la lumière, de l'air frais qui entre. Là, vous respirez mieux, vous vous sentez plein d'espoir et de clarté. Mais il y a aussi un sous-sol, plein de poussière, de verrous et d'ombre. C'est là que vivent les voix du doute, de l'autocritique et de la peur. Beaucoup passent toute leur vie à éviter d'ouvrir cette porte, comme si faire semblant que le sous-sol n'existe pas pouvait le faire disparaître. Mais il est toujours là, façonnant silencieusement l'ambiance de toute la maison. Jung nous a appris qu'il ne suffit pas de nier l'ombre. Il faut descendre au sous-sol avec une lampe de poche, la regarder en face, enlever la poussière et réorganiser l'espace. Ce n'est qu'ainsi que la maison intérieure devient complète. C'est ce que nous ferons ensemble. Marcher jusqu'au sous-sol de l'esprit, affronter les ombres et transformer l'obscurité en lumière. Respirez profondément maintenant. Sentez que vous n'êtes pas seulement en train de regarder une vidéo, mais que vous traversez un portail. Chaque mot ici est comme un miroir placé devant votre propre âme. Nous ne parlons pas de théories lointaines ou de concepts froids. Nous parlons de vous, du poids que vous portez, des souvenirs qui font mal, des croyances qui minent silencieusement votre confiance. Et nous parlons aussi de votre force cachée, de cette étincelle cachée qui a toujours attendu de renaître. Jung croyait que l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, commence précisément par la rencontre avec l'ombre. C'est pourquoi ne soyez pas effrayés si certaines parties de ce chemin semblent douloureuses. La douleur, ici, n'est pas un ennemi. C'est un signe de transformation, un signe que quelque chose en vous est brisé pour laisser place au nouveau. Ceci n'est pas seulement un contenu pour votre esprit, c'est une invitation pour votre âme. Si vous le permettez, les prochaines réflexions agiront comme une alchimie, dissolvant les pensées lourdes, brûlant les vieux récits, ouvrant l'espace pour qu'une nouvelle conscience s'épanouisse. Imaginez-vous assis devant un lac tranquille. La surface reflète vos douleurs, mais à mesure que le silence s'approfondit, l'eau devient claire. Vous commencez à voir le fond. Vous vous rendez compte que rien de ce qui apparaît à la surface ne définit qui vous êtes réellement. L'esprit, aussi bruyant soit-il, n'a pas le pouvoir d'emprisonner les sens. Ce que vous êtes est au-delà des pensées, au-delà des ombres, au-delà de l'ego. Aujourd'hui,
vous commencez le voyage de l'emprisonnement à la liberté. Aujourd'hui, vous commencez à détruire les pensées négatives et à renouveler votre esprit. Peglulush, le fardeau des pensées invisibles. Le poids invisible de l'esprit ne se mesure pas en kilos ni en chiffres. Il se manifeste dans le corps fatigué, les épaules tendues, les soupirs qui s'échappent sans raison. C'est un fardeau silencieux, comme si chaque pensée négative était une pierre placée dans un sac à dos que vous portez chaque jour. Vous pouvez même sourire à l'extérieur. Vous pouvez même faire semblant d'aller bien, mais à l'intérieur de vous, vous sentez la pression constante de ces pierres invisibles. Beaucoup d'entre elles ne sont pas récentes. Ce sont de vieux souvenirs, des critiques entendues dans l'enfance, des moments de douleur qui se répètent comme un disque rayé. Elles sont toujours là parce qu'elles n'ont pas été regardées en face, seulement repoussées à l'intérieur, dans un coin caché de l'âme. L'esprit, alors, devient une prison invisible, où vous marchez avec des chaînes que vous seul pouvez sentir. Ces pensées négatives ont le pouvoir de façonner la façon dont vous voyez le monde. Si vous vous réveillez en croyant que la journée sera difficile, tout ce qui se passe semble confirmer cette prévision. Si vous croyez que vous n'êtes pas digne d'amour, chaque regard indifférent devient une preuve de votre croyance. L'esprit agit comme un filtre. Il colore tout avec les couleurs des récits que vous vous répétez. Carl Jung disait que l'inconscient projette ses images sur le monde. Ainsi, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que vous êtes à l'intérieur. Les pensées négatives, par conséquent, ne restent pas seulement dans l'esprit. Elles se déversent sur votre vie, vos choix, vos relations. C'est comme si le monde entier était peint avec l'encre sombre que vous portez dans votre cœur. Mais ces pensées ne surgissent pas de nulle part. Elles ont des racines profondes, souvent plantées dans votre enfance. Il suffit de se rappeler comment une critique répétée peut devenir un écho éternel. Un professeur qui a dit que vous n'étiez pas intelligent. Un membre de la famille qui s'est moqué de vos rêves. Une comparaison injuste faite avec d'autres personnes. Ces petites blessures se transforment en graines qui, au fil du temps, poussent sous forme d'arbres de doute et d'insécurité. L'esprit, sans s'en rendre compte, continue d'arroser ces arbres avec une attention constante. À chaque souvenir, à chaque répétition, les branches s'étendent et jettent des ombres sur tout votre paysage intérieur. Vous commencez à croire que cette forêt sombre est la réalité, mais elle n'est qu'un reflet des graines plantées dans le passé. C'est ici qu'intervient la métaphore la plus puissante, le sac à dos rempli de pierres. Combien de ces pierres portez-vous encore, même sans vous en rendre compte? Chaque critique, chaque erreur, chaque peur transformée en croyance, tout cela est là-dedans. Certaines pierres sont si anciennes que vous avez oublié d'où elles venaient, mais vous continuez à les emporter avec vous. D'autres ont été ajoutées récemment, sous forme de frustration ou de défaite récente. Le résultat est le même. Le sac à dos devient plus lourd chaque jour. Vous marchez dans la vie fatigué, sans énergie, sans motivation, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce n'est pas le monde qui pèse sur vous. Ce sont les pensées que vous insistez à porter, même si elles ne sont plus nécessaires. La douleur la plus profonde n'est pas de porter ces pierres, mais de croire qu'elles font partie de qui vous êtes. Vous commencez à confondre votre identité avec vos blessures, vos échecs, vos insécurités. « Je suis comme ça », dites-vous, alors qu'en réalité, vous ne faites que répéter de vieux récits. Jung nous rappelle que l'ombre ne nous contrôle que lorsque nous la nions. En croyant que vous êtes votre douleur, vous lui donnez le pouvoir de définir votre vie. Mais lorsque vous commencez à regarder ces pierres comme quelque chose de séparé de vous, quelque chose qui peut être retiré, la prison commence à se défaire. Vous n'êtes pas vos chaînes, vous n'êtes pas vos souvenirs, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui peut choisir de les lâcher. Imaginez maintenant que vous vous asseyez en silence et que vous commencez à retirer une par une les pierres de votre sac à dos. Sur chaque pierre, vous lisez la phrase négative qu'elle porte. « Tu n'es pas suffisant, tu n'y arriveras jamais, tu ne mérites pas d'être aimé. » Et en observant chaque pierre, vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas été écrites par vous.
Elles ont été placées par d'autres voix, par d'autres personnes, par des moments de douleur qui ne définissent pas votre essence. Cet acte symbolique de regarder le poids et de le reconnaître comme extérieur est le premier pas vers la libération. Tant que les pierres resteront cachées, elles auront du pouvoir sur vous. Mais quand elles sont vues, elles perdent leur force. Et que se passe-t-il lorsque vous lâchez ces pierres? Soudain, le corps respire mieux. Le cœur se sent plus léger. Vous découvrez que la vie peut être vécue sans ce fardeau constant. La clarté apparaît, comme si l'horizon s'ouvrait enfin devant vos yeux. Les choses qui semblaient auparavant impossibles commencent à devenir possibles. Ce qui semblait bloqué se transforme en chemin. C'est l'effet immédiat de la libération des pensées négatives. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais de changer la façon dont vous le portez en vous. C'est une renaissance silencieuse, mais profondément transformatrice. Pour commencer ce processus, vous pouvez utiliser une pratique simple et puissante. Écrivez sur une feuille 3 phrases négatives que vous vous répétez. Ensuite, lisez-les à voix haute, comme si elles étaient des voix externes. Demandez-vous, ces phrases sont-elles vraiment les miennes ou ont-elles été héritées de quelqu'un? Cette simple séparation ouvre déjà un espace pour la guérison. En réalisant que ces pensées ne sont pas nées en vous, mais ont été absorbées, vous cessez d'en être l'otage. La feuille de papier devient un miroir, révélant ce qui était caché. Vous commencez à voir que vous pouvez choisir quelles voies garder dans votre vie et lesquelles libérer enfin. Cette pratique est simple, mais elle exige du courage. Car regarder ses propres pensées, c'est comme affronter des fantômes que nous avons toujours préféré éviter. Mais quand vous devenez capable de regarder sans peur, quelque chose de magique se produit. Le fantôme perd sa force, la pierre se dissout, la rivière souterraine commence à se calmer. Et alors vous vous rendez compte, le poids n'était pas dans le monde, il était en vous. Et s'il était en vous, il peut aussi être transformé. Le pouvoir n'est pas de détruire les pensées par la force, mais de les éclairer avec conscience. Et la lumière vainc toujours l'ombre. Au fond, la vie est un exercice constant de lâcher prise. Lâcher des pierres, ouvrir des fenêtres, éclairer des sous-sols. Chaque pensée négative que vous lâchez ouvre de l'espace pour que quelque chose de nouveau naisse. C'est comme nettoyer un jardin envahi par les mauvaises herbes. En enlevant ce qui étouffe, la terre recommence à respirer et de nouvelles fleurs commencent à pousser. L'esprit fonctionne de la même manière. Lorsque vous choisissez de ne pas vous identifier au négatif, le terrain de l'âme se prépare à l'épanouissement du positif. C'est le premier pas de la rénovation intérieure. Reconnaître le poids invisible, le regarder et finalement choisir de le déposer. Dujuguve. Le rôle de l'ego, du gardien au guide. L'ego est une construction fascinante. Il surgit comme un masque, comme un personnage que vous créez pour vous protéger du monde. C'est une partie de vous qui croit remplir un rôle noble, défendre votre vulnérabilité, préserver votre identité, vous empêcher de ressentir à nouveau de la douleur. Mais, au fond, l'ego est comme un gardien qui se place devant un château sombre, fermant toutes les portes et fenêtres pour que rien de dangereux n'entre. Le problème est qu'en verrouillant le monde extérieur, il vous emprisonne aussi à l'intérieur. Il érige des murs, lève des défenses, crée des histoires qui semblent être des vérités absolues. Et vous, croyant être en sécurité, finissez par vivre comme un prisonnier à l'intérieur de votre propre esprit, limité par des peurs qui ne sont pas réelles. Ce gardien est rusé. Il se nourrit de vos expériences passées et construit des récits pour expliquer tout ce qui se passe. Si un jour vous avez été rejeté, l'ego dira « Ne fais plus jamais confiance, ne t'expose plus jamais ». Si un jour vous avez échoué, il répétera « N'essaie plus ou tu seras humilié ». Ces phrases ne sont pas de mauvaises intentions, mais des stratégies de protection. L'ego ne sait pas différencier le passé du présent. Il croit que chaque nouvelle expérience peut être la répétition d'une vieille blessure. C'est pourquoi il préfère vous emprisonner dans le château de la peur, croyant ainsi vous sauver la vie. Mais dans ce processus, il vole quelque chose de beaucoup plus précieux, la liberté de vivre pleinement.
Lorsque vous commencez à trop croire aux histoires de l'ego, vous perdez le contact avec votre véritable essence. C'est comme porter une armure si lourde qu'au lieu de vous protéger, elle commence à vous écraser. Jung disait que l'individuation exige de traverser la persona, le masque que nous créons pour nous adapter au monde, et d'atteindre l'essence réelle qui existe au-delà. L'ego se confond avec ce masque et essaie de vous convaincre qu'il est votre identité. Mais la vérité est que vous n'êtes pas votre armure, vous n'êtes pas votre personnage, vous n'êtes pas vos récits. Vous êtes la conscience derrière tout cela, le témoin silencieux qui observe. Tant que vous ne percevez pas cette différence, le gardien continuera de dominer l'entrée du château, vous maintenant prisonnier. L'ego a peur de la douleur, mais il a aussi peur de la transformation. Car tout changement implique de laisser quelque chose derrière, et l'ego s'attache à tout ce qu'il connaît, même si c'est de la souffrance. C'est comme un geôlier qui préfère voir le prisonnier dans sa cellule, car il craint l'inconnu à l'extérieur. Et, ainsi, vous continuez à répéter des schémas, à continuer de vieilles histoires, croyant être en sécurité, alors qu'en réalité, vous êtes seulement limité. La liberté exige de traverser la porte que l'ego protège, mais pour cela, il faut regarder ce gardien dans les yeux, non pas pour le détruire, mais pour le comprendre, car il n'est pas un ennemi, il est seulement une partie de vous qui n'a pas encore appris à faire confiance à la vie. Imaginez maintenant que vous rencontrez le gardien de votre château intérieur. Il est devant une grande porte en fer, imposant, rigide, plein de peur. Au lieu de le combattre, vous vous approchez et demandez « Qu'essaies-tu de protéger ?» Cette question change tout, car l'ego n'est pas mauvais. Il ne fait que garder des souvenirs de douleur et croit qu'il empêche qu'elles ne se reproduisent. Lorsque vous dialoguez avec lui, vous découvrez que derrière la rigidité, il n'y a qu'un enfant blessé qui essaie de survivre. Et c'est à ce moment que le gardien commence à baisser son épée. Il se rend compte qu'il n'a plus besoin de se battre, car vous êtes prêt à prendre soin de ce qu'il essayait de cacher. L'ego, souvent, essaie de vous protéger de l'amour. Oui, de l'amour. Car aimer, c'est s'exposer, c'est risquer d'être rejeté, c'est ouvrir son cœur à la vulnérabilité. L'ego, qui vous a déjà vu être blessé dans le passé, crie « Ne fais pas ça, ça va faire mal à nouveau ». Et ainsi, il ferme les portes aux relations authentiques, vous maintenant dans la solitude. Il fait de même avec vos rêves. Il se souvient d'un ancien échec et dit « Mieux vaut ne pas réessayer ». L'intention est de protéger, mais le résultat est d'étouffer la vie. À chaque porte fermée par l'ego, une partie de vous cesse de s'épanouir. Il faut du courage pour dire « Je te remercie pour ta protection, mais maintenant, je choisis de vivre ». Lorsque vous commencez à intégrer l'ego au lieu de le combattre, quelque chose de puissant se produit. Vous vous rendez compte que le gardien n'a pas besoin de disparaître. Il a juste besoin de faire confiance à votre conscience supérieure. L'ego peut devenir un allié lorsqu'il cesse d'être le seigneur absolu de votre vie. Il peut vous aider à organiser, à planifier, à protéger quand c'est vraiment nécessaire. Mais pour cela, il doit accepter qu'il n'est pas le propriétaire du château. Il n'est qu'un gardien temporaire. Celui qui gouverne le château est votre essence, votre âme éveillée, votre conscience profonde. Et cette conscience ne craint pas l'ombre, car elle sait que toute ombre n'est qu'une absence de lumière. Jung affirmait que la véritable transformation vient de l'intégration, et non de la répression. Si vous essayez de détruire l'ego, il réagit avec encore plus de force, créant de nouveaux murs et de nouvelles défenses. Mais lorsque vous l'observez avec compassion, lorsque vous reconnaissez son effort, il devient moins rigide. L'ego a besoin de reconnaissance. Il a besoin de savoir que sa fonction a été importante jusqu'ici. Mais il a aussi besoin d'entendre qu'il existe maintenant quelque chose de plus grand, une conscience plus large, capable de diriger la vie. Cette intégration est l'alchimie de l'âme, unir l'ombre et la lumière, la peur et le courage, la protection et l'ouverture.
Le résultat est une vie plus entière, moins fragmentée. Un exercice simple peut vous aider à démarrer ce processus. Fermez les yeux, respirez profondément et visualisez le gardien de votre ego devant une porte. Observez son apparence, sa taille, son expression. Demandez-lui « Qu'est-ce que tu crains? Qu'essaies-tu de protéger ?» Attendez la réponse. Parfois, elle viendra en mots, d'autres fois, en sensations. Écoutez simplement. Ensuite, dites « Merci de m'avoir protégé jusqu'à présent. Mais je choisis d'ouvrir la porte. » Ce geste symbolique ouvre l'espace pour que vous traversiez la barrière et que vous découvriez ce qui existe au-delà de la peur. C'est le premier pas pour transformer l'ego en allié au lieu d'oppresseur. Et alors, en traversant cette porte, vous vous rendez compte que le château n'est pas un endroit sombre et fermé. Il a des fenêtres qui s'ouvrent sur l'horizon, des jardins qui fleurissent quand ils reçoivent de la lumière, des couloirs qui mènent à des espaces de liberté. L'ego, autrefois rigide, devient maintenant un simple gardien en repos, observant de loin, prêt à aider si nécessaire, mais sans plus le pouvoir de vous emprisonner. Ce qui semblait être une prison se révèle être un temple. Ce qui semblait être un ennemi se révèle être une partie de vous qui avait besoin d'être comprise. Et à cet instant, le fardeau se dissout et le chemin vers la rénovation de l'esprit s'ouvre devant vos yeux. Du Gahushu, l'alchimie de la conscience. L'esprit humain est comme un laboratoire secret où chaque pensée fonctionne comme un ingrédient qui peut empoisonner ou guérir. Carl Jung comparait le processus d'individuation à l'alchimie, l'art ancien de transformer le plomb en or. Les pensées négatives, denses et lourdes sont comme le plomb brut. Elles n'ont pas d'éclat, elles semblent inutiles, elles ne semblent être qu'un poids. Mais l'alchimie de la conscience nous montre que même le plomb peut être transformé s'il est soumis au feu de l'attention et de la conscience. Ainsi, chaque ombre de l'esprit contient en elle-même la possibilité de devenir lumière. Chaque blessure peut se transformer en sagesse, chaque douleur en compassion, chaque défaite en force intérieure. Rien n'est jetable, tout peut être transmuté. Le secret de l'alchimie n'est pas de combattre le plomb, mais de le chauffer jusqu'à ce qu'il révèle l'or caché dans son essence. De même, il ne s'agit pas de détruire les pensées négatives, mais de les accueillir et d'observer ce qu'elles portent en silence. Une pensée comme « je ne suis pas suffisant » peut sembler n'être qu'une chaîne, mais si elle est observée avec patience, elle peut révéler un désir profond de croissance et d'authenticité. C'est dans la chaleur de la conscience que le message caché se manifeste. Ce qui était autrefois une simple ombre se révèle comme une invitation à l'expansion. Rien en vous n'est perdu, tout attend d'être transformé. Pensez à une flamme allumée dans l'obscurité. Elle ne combat pas l'obscurité, elle la dissipe simplement. C'est ainsi que fonctionne la conscience lorsqu'elle éclaire une pensée négative. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec votre esprit. Vous n'avez pas besoin de faire la guerre à vos ombres. Vous avez juste besoin d'allumer la lumière de la présence, de l'observation, du silence. Cette flamme change tout. Ce qui était étouffant devient compréhensible. Ce qui semblait destructeur se révèle comme une partie de vous qui demande de l'attention. Et à cet instant, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à détruire, juste à intégrer, juste à transformer en quelque chose de plus élevé. Jung disait « L'ombre n'est pas faite pour être détruite, mais intégrée. » Cela signifie que chaque pensée négative a quelque chose à nous apprendre. Au lieu de la rejeter, vous pouvez demander « Que veux-tu me montrer ?» Ainsi, le poison commence à se transformer en remède. L'autocritique excessive peut se transformer en recherche d'excellence. La peur peut se transformer en prudence sage. La colère peut se transformer en énergie créative. L'alchimie se produit lorsque vous cessez de fuir l'ombre et commencez à dialoguer avec elle. Dans ce dialogue, le plomb de l'esprit se chauffe au feu de la conscience et devient lentement de l'or spirituel. Imaginez-vous devant un chaudron alchimique
et vous y mettez vos pensées les plus sombres. Chacune entre dans le feu. J'ai échoué, je ne suis pas digne, je n'y arriverai pas. La chaleur de l'observation commence à agir, et ces phrases, peu à peu, se dissolvent. De la vapeur qui monte, de nouvelles formes surgissent. J'ai appris, je suis en cours de processus, je suis capable de grandir. Cette transmutation ne se produit pas en un seul instant, mais dans l'exercice continu d'observer, de questionner et de donner un nouveau sens. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous identifier au négatif, vous jetez plus de bois dans le feu de la transformation. Cette pratique peut être appliquée au quotidien de manière simple. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, au lieu de vous y accrocher, demandez « Qu'est-ce que cette pensée veut m'apprendre ?» Cette question change l'énergie immédiatement. De quelque chose qui ressemblait à un ennemi, elle devient un messager. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient une salle de classe. Vous cessez d'être une victime des pensées et devenez un apprenti de votre propre psyché. Et ainsi, peu à peu, ce qui était autrefois du plomb lourd commence à briller comme de l'or, apportant clarté, confiance et sérénité. Ce processus est profondément transformateur, car il révèle que rien en vous n'est mauvais. Même vos pensées les plus douloureuses ont un rôle à jouer dans votre évolution. Elles ne surgissent pas pour vous punir, mais pour vous guider vers le prochain niveau de conscience. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous sentir brisé, défectueux ou indigne. Vous commencez à vous percevoir comme un alchimiste en cours de processus, quelqu'un qui apprend à transformer ses ombres en source de lumière. La douleur cesse d'être un obstacle et devient un carburant. L'esprit cesse d'être une prison et devient un laboratoire. Vous commencez à voir la beauté cachée même dans les moments les plus sombres. L'alchimie de la pensée exige de la patience. Ce n'est pas immédiat, car chaque ombre a sa densité, chaque blessure a son temps de guérison. Mais à chaque petite transformation, vous ressentez une renaissance. C'est comme si, chaque fois que vous choisissez d'éclairer une pensée négative, une nouvelle version, plus forte, plus libre, plus vraie, naissait en vous. Ce processus est continu, comme la vie. Il n'y a pas de fin définitive, car il y aura toujours de nouvelles pensées à observer, de nouvelles ombres à intégrer. Mais ce n'est pas un fardeau, c'est une opportunité constante d'évolution. Rappelez-vous, l'or ne se trouve pas tout près, il est forgé. Et vous aussi, vous êtes forgé par le feu de la conscience. Vos douleurs sont la matière première, vos ombres sont les éléments bruts, vos crises sont les fours qui chauffent le processus. Mais le résultat, si vous persistez, sera la manifestation de votre véritable moi, libre, authentique, lumineux. Lorsque Jung parlait d'individuation, il parlait précisément de ce chemin. Transformer le matériau brut de la psyché en or de la totalité. Et cet or n'est pas fait pour être gardé juste pour vous, mais pour éclairer aussi ceux qui marchent à vos côtés. En réalisant que même les pensées négatives peuvent être transformées, quelque chose change pour toujours en vous. La vie cesse d'être un fardeau et devient un champ de possibilités. Vous ne craignez plus l'ombre, car vous savez qu'elle n'est que de la matière première. Vous ne fuyez plus la douleur, car vous comprenez qu'elle est un signe de naissance. Vous n'avez plus peur des pensées lourdes, car vous avez appris à les transformer en carburant pour votre conscience. Et à cet instant, vous devenez le véritable alchimiste, quelqu'un capable de prendre n'importe quel fragment d'obscurité et de le convertir en lumière, au service de votre propre renouvellement. Vulieu. La reprogrammation de l'esprit. L'esprit humain a été façonné au fil de millions d'années pour survivre et non pour être heureux. Les ancêtres qui étaient attentifs aux dangers réussissaient à échapper aux prédateurs, à trouver un abri et à garantir la continuité de la vie. Cet instinct de survie a laissé des marques profondes dans notre cerveau, une tendance naturelle à donner plus d'importance au négatif qu'au positif. C'est pourquoi vous pouvez recevoir 10 compliments en une journée, mais une seule critique suffit pour vous sentir abattu. C'est pourquoi les souvenirs douloureux s'enregistrent avec tant de force.
tandis que les moments de joie semblent glisser rapidement. Ce biais de négativité est comme un radar qui ne se repose jamais, cherchant toujours des menaces, même quand elles n'existent pas. La neuroscience le prouve. Des études montrent que le cerveau enregistre les expériences négatives de manière plus intense et durable que les positives. C'est comme s'il y avait un système d'alarme interne qui sonne plus fort face à la douleur que face au plaisir. Cela explique pourquoi les pensées négatives reviennent comme des échos interminables. Elles ont été gravées avec une encre plus profonde dans nos mémoires. Cette programmation a été utile dans les temps anciens, mais elle est devenue aujourd'hui une prison. Car en vivant constamment en alerte, vous ne remarquez pas les opportunités de joie, vous ne faites pas confiance au flux de la vie, vous ne permettez pas à la paix d'être votre demeure. Vous vivez piégé par une lentille déformée, anticipant toujours des dangers qui se confirment rarement. Imaginez que votre esprit est une antenne, captant des signaux de tout ce qui vous entoure. Mais, à cause du biais de négativité, elle est réglée pour ne capter que les bruits les plus lourds. C'est comme une radio qui insiste pour ne syntoniser que les stations de tristesse, de peur et d'insécurité, ignorant toutes les autres fréquences disponibles. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes piégé sur ce canal mental. Et tant que vous ne réajustez pas votre antenne, vous continuerez à croire que la vie n'est que douleur et menace. La neuroscience nous montre qu'il est possible de changer la syntonie. Le cerveau est plastique, capable de créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions, de nouveaux réseaux de pensée. Mais pour cela, il faut choisir consciemment d'entraîner l'esprit. Le principe de la neuroplasticité affirme « les neurones qui s'activent ensemble se connectent ». Cela signifie que chaque fois que vous répétez une pensée négative, vous renforcez un circuit cérébral, le rendant plus fort et plus automatique. Mais la bonne nouvelle est que la même chose se produit avec les pensées positives. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur la gratitude, l'espoir, l'apprentissage, vous créez de nouveaux circuits, de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. L'esprit peut être entraîné comme un muscle. Tout comme la répétition d'exercices physiques renforce le corps, la répétition de pensées conscientes renforce votre esprit. C'est le pouvoir de la reprogrammation. C'est pourquoi tant de pratiques spirituelles et philosophiques parlent de discipline mentale. Le stoïcisme enseigne à observer les pensées et à choisir celles qui méritent l'attention. La méditation enseigne à faire taire l'esprit pour qu'il ne soit pas dominé par le bruit. La psychologie moderne parle de recadrage cognitif. Et la neuroscience confirme, plus vous répétez un schéma, plus il devient naturel. La vie, alors, n'est pas seulement ce qui se passe, mais la façon dont votre esprit l'interprète. Et si votre esprit est accro au négatif, la réalité entière paraîtra sombre. Mais en entraînant l'attention vers le positif, l'horizon commence à s'ouvrir. Une pratique puissante pour commencer ce changement est le journal de gratitude. Pendant 21 jours, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut sembler simple, voire enfantin, mais la science montre que cet exercice change la chimie du cerveau. Vous apprenez à votre antenne mentale à chercher de nouvelles fréquences, à syntoniser la station de l'abondance et non seulement celle de la pénurie. Au début, cela peut sembler difficile, car l'esprit est habitué à chercher des défauts. Mais, avec le temps, vous commencez à remarquer de petites beautés, de petits miracles, de petits signes que la vie est plus grande que le poids que vous portez. C'est le début de la reprogrammation. Un autre exercice est l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée négative automatique surgit, au lieu d'y croire, arrêtez-vous et dites « Ceci n'est qu'un schéma de mon cerveau, ce n'est pas la vérité ». Ce simple acte de séparation ouvre un espace entre vous et la pensée. Dans cet espace, vous retrouvez le pouvoir de choisir. Vous cessez d'être une victime d'un circuit automatique et devenez le créateur d'un nouveau chemin. La neuroscience montre qu'il suffit de quelques secondes d'attention consciente pour affaiblir un ancien schéma et commencer à en renforcer un nouveau.
Ce qui semblait être le destin n'est qu'une habitude neuronale. Mais il ne suffit pas de simplement remplacer les pensées négatives par des pensées positives de manière superficielle. Il faut créer de nouveaux sentiments associés, car le cerveau enregistre avec plus d'intensité ce qui est chargé d'émotions. C'est pourquoi, en remerciant, ressentez vraiment. En imaginant un avenir meilleur, imprégnez-vous du sentiment de vivre déjà cet avenir. En affirmant une nouvelle croyance, respirez profondément et permettez à tout votre corps de ressentir cette vérité. C'est l'union entre l'esprit et l'émotion qui reprogramme le cerveau à des niveaux profonds. La science appelle cela l'apprentissage émotionnel, et c'est ce qui transforme la répétition en réalité vécue. Lorsque vous comprenez que le cerveau a été programmé pour se concentrer sur le négatif, vous cessez de vous blâmer d'avoir des pensées lourdes. Ce n'est pas votre faute, c'est juste de la biologie. Mais, en même temps, vous comprenez que la biologie n'est pas une fatalité, car la neuroplasticité est la preuve que vous pouvez choisir de nouveaux chemins. Vous n'êtes pas l'otage de l'héritage évolutif. Vous êtes d'un être conscient, capable de créer un nouveau cerveau, un nouvel esprit, une nouvelle vie. C'est la véritable révolution intérieure. Réalisez qu'en changeant vos pensées, vous changez littéralement votre structure neuronale et avec elle, vous changez votre réalité. Et à cet instant, vous comprenez quelque chose de libérateur. Si l'esprit peut être programmé pour la douleur, il peut aussi être reprogrammé pour la guérison. Si le cerveau a été entraîné pour la survie, il peut aussi être entraîné pour la plénitude. Vous n'avez pas besoin de détruire votre biologie, juste de la mettre à jour. Tout comme un vieux logiciel peut recevoir une mise à jour, votre esprit le peut aussi. Et chaque fois que vous choisissez la gratitude au lieu de la plainte, l'espoir au lieu de la peur, la conscience au lieu de l'automatisme, vous installez une nouvelle version de vous-même. C'est l'alchimie moderne. Transformer les circuits de la douleur en chemin de la liberté. Le pouvoir du silence et le rôle du témoin. Le silence est l'une des forces les plus transformatrices qui existent, mais aussi l'une des plus craintes par l'esprit. Car dans le silence, il n'y a pas de distraction, pas de voix externe, pas de bruit qui dissimule ce que vous portez vraiment en vous. C'est dans le silence que les pensées les plus profondes émergent. Et c'est aussi là que vous découvrez que vous n'avez pas besoin de vous identifier à aucune d'elles. Le silence est l'espace où l'esprit perd son pouvoir, car l'esprit se nourrit du bruit constant. Sans bruit, les pensées se dissolvent comme de la fumée dans l'air. C'est dans ce vide apparent que l'essence commence à parler. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Imaginez-vous dans une pièce où un ventilateur bruyant est allumé depuis des heures. Vous êtes habitué au bruit, vous ne le remarquez presque plus. Mais soudain, le ventilateur est éteint et vous vous rendez compte à quel point il était gênant. C'est ainsi que sont les pensées incessantes, un bruit mental constant auquel vous vous êtes déjà habitué. Lorsque vous vous permettez de plonger dans le silence, vous découvrez que ce bruit n'était pas naturel, il était simplement toujours présent. Et alors vous expérimentez une sensation rare, celle du repos de l'esprit. Cette pause ouvre un espace sacré où quelque chose de nouveau peut naître. Le silence est vénéré dans de nombreuses traditions spirituelles. Les moines recherchent la retraite silencieuse, les sages méditent sur la montagne, les Écritures parlent de l'importance de s'apaiser. Le psaume dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Car c'est dans le silence que se révèle la dimension de l'être qui ne peut être trouvée dans le bruit de la pensée. Jung reconnaissait également ce pouvoir. La psyché a besoin d'espace de quiétude pour se réorganiser, tout comme la terre a besoin de l'hiver pour se renouveler. Le silence est l'hiver de l'esprit, apparemment vide, mais rempli de germinations cachées qui fleuriront au printemps de la conscience. Cependant, pour la plupart des gens, le silence fait peur. Car quand il arrive, les pensées refoulées émergent avec force. C'est comme si le sous-sol sombre était ouvert et que tout ce qui était caché remontait à la surface. C'est pourquoi beaucoup fuient le silence, préférant la distraction constante de la technologie, des conversations, des bruits extérieurs.
Mais fuir le silence, c'est se fuir soi-même. Et plus vous fuyez, plus les pensées négatives continuent de gouverner votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Le silence, bien qu'inconfortable au début, est le seul endroit où vous pouvez vraiment voir, accueillir et transformer ces pensées. Le silence n'est pas une passivité. Il est actif, vivant, créateur. Ce n'est pas un vide mort, mais un champ fertile où tout peut se manifester. Lorsque vous vous taisez, vous commencez à entendre quelque chose au-delà des pensées. La respiration, le rythme du cœur, la vibration du corps, la voix douce de l'intuition. Vous vous rendez compte qu'il existe une couche d'existence plus profonde qui a toujours été là, mais qui a été couverte par le bruit mental. Le silence est la porte d'entrée vers cette couche. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Soudain, de l'air frais entre et tout respire mieux. Pratiquer le silence, c'est comme aiguiser une épée invisible. Plus vous vous permettez d'y plonger, plus votre vision sur vos propres pensées devient claire. Vous cessez de croire à chaque idée qui surgit et commencez à observer avec distance. Le silence crée de l'espace entre vous et l'esprit. Et dans cet espace, vous trouvez la liberté. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de lutter contre les pensées négatives. Vous avez juste besoin de les laisser passer, comme des nuages traversant le ciel. Le ciel ne s'accroche pas aux nuages, et vous n'avez pas non plus besoin de vous accrocher à ce qui surgit dans votre esprit. Un exercice simple pour commencer est de réserver 5 minutes par jour pour simplement vous asseoir en silence, sans musique, sans téléphone portable, sans distraction. Juste vous, votre respiration et le silence. Au début, ce sera inconfortable, car l'esprit essaiera d'occuper cet espace avec du bruit. Mais peu à peu, quelque chose change. Vous commencez à vous rendre compte que les pensées vont et viennent, mais que vous restez. Vous découvrez qu'il existe un observateur silencieux en vous qui n'est pas affecté par le mouvement de l'esprit. C'est le point de pouvoir. C'est le lieu du renouveau. Dans le silence, vous vous rendez compte que l'esprit n'est pas votre ennemi, mais qu'il n'est pas non plus votre identité. C'est juste un flux, un outil, une partie de vous. Le problème est que, sans silence, vous vous confondez avec lui. Avec le silence, vous vous en séparez et retrouvez votre véritable essence. C'est comme enlever un masque que vous ne saviez même pas que vous portiez. Soudain, le vrai visage apparaît et avec lui la clarté, la paix, la sérénité. Cette reconnaissance change tout. Vous cessez d'être l'otage des pensées et devenez le maître qui les observe. Il est curieux de voir comment le silence, qui semble si simple, est aussi l'arme la plus puissante contre les pensées négatives. Car il ne se bat pas avec elles, il ne discute pas, il ne débat pas. Il les dissout simplement, comme le soleil dissout la brume le matin. C'est une victoire douce, silencieuse, mais absolue. Et plus vous cultivez cet espace, plus votre esprit devient fort. Vous découvrez que le véritable pouvoir n'est pas de parler plus fort, mais de vous taire profondément. Et dans le silence, la vérité apparaît, claire comme une rivière qui coule sans obstacle. Ainsi, le silence se révèle non pas comme une fin, mais comme un chemin. Un chemin de retour à soi-même, un chemin de guérison, un chemin de libération. Chaque minute de silence est une pierre de moins dans votre sac à dos, une ombre de moins dans votre sous-sol, une barrière de moins dans votre château intérieur. Et quand vous vous habituez à cet espace sacré, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de lutter contre vos pensées. Il suffit de retourner au silence, et en lui, tout se réorganise. Le silence est votre forteresse invisible, votre source inépuisable de paix, votre arme contre les chaînes invisibles de l'esprit. Bien que le témoin compatissant est le renouveau intérieur. L'esprit, lorsqu'il n'est pas observé, agit comme une scène où les pensées entrent et sortent, jouant des rôles sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous identifiez à chaque personnage, vous croyez en chaque récit, et vous finissez par oublier que vous ne faites pas partie du théâtre, mais que vous êtes le spectateur assis dans le public. La technique du témoin. Compatissant naît précisément de cette compréhension. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe.
Ce simple changement de perspective a le pouvoir de transformer votre vie, car il brise l'identification automatique avec le négatif. C'est comme enlever un masque et enfin voir le vrai visage derrière les illusions. Être témoin n'est pas réprimer les pensées ni les combattre. C'est apprendre à les regarder sans jugement, avec la même calme que quelqu'un qui observe les nuages qui passent dans le ciel. Imaginez-vous couché sur l'herbe, regardant en l'air. Les nuages viennent sous différentes formes. Certains sont beaux, d'autres sont lourds, menaçants. Mais vous n'essayez pas de les retenir, vous n'essayez pas de les repousser, vous les regardez simplement passer. Il en est de même avec l'esprit. Lorsqu'une pensée comme « je suis faible » ou « je n'y arriverai pas » surgit, vous pouvez simplement la reconnaître. Ah, regarde, une pensée essaie de me convaincre de cela. Cette simple phrase coupe déjà l'identification et apporte de la clarté. La compassion est le deuxième pilier de cette pratique. Il ne suffit pas d'observer, il faut observer avec tendresse. Car l'esprit est comme un enfant effrayé qui parle fort quand il a peur. Si vous le critiquez, il crie plus fort. Mais si vous l'accueillez avec patience, il se calme. C'est pourquoi, lorsque vous pratiquez le témoin compatissant, ne dites pas « c'est absurde de penser comme ça ». Dites « intéressant, mon esprit essaie de me protéger ». Cette attitude change tout. Ce qui était de l'autocritique devient de la bienveillance. Ce qui était de l'oppression devient une occasion de compréhension. Vous cessez de vous battre avec vous-même et commencez à dialoguer avec votre propre psyché. Cette technique est puissante car elle crée une distance entre vous et vos pensées. Jusqu'alors, vous croyez ne faire qu'un avec elles. Mais quand vous commencez à observer, vous vous rendez compte qu'il existe un espace entre la pensée et la conscience qui l'aperçoit. Dans cet espace se trouve votre liberté. C'est comme être au milieu d'une tempête, mais protégé à l'intérieur d'une maison avec des fenêtres en verre. La pluie tombe, le tonnerre gronde, mais vous êtes en sécurité, observant simplement. Plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de vous noyer dans les pensées. Vous pouvez simplement les laisser passer, comme la tempête qui ne dure jamais éternellement. Un exercice simple est le suivant. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, ajoutez mentalement la phrase « Je remarque cette pensée ». Ce petit changement vous retire de l'histoire et vous place en position d'observateur. Au lieu de dire « Je suis faible », vous dites « Je remarque une pensée qui essaie de me dire que je suis faible ». Vous voyez la différence? Le premier emprisonne, le second libère. La pensée cesse d'être une vérité absolue et devient simplement un événement transitoire, comme une vague qui surgit dans l'océan et se défait aussitôt. Vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'océan. Au début, cela peut sembler étrange. L'esprit essaiera de vous ramener à l'intérieur de l'histoire, car il est habitué à être le narrateur principal. Mais, avec patience, vous commencez à renforcer la présence du témoin. Et plus cette présence devient forte, moins les pensées négatives ont de pouvoir. Elles continuent de surgir, mais elles sont maintenant vues comme des visiteurs, et non comme les propriétaires de la maison. Vous retrouvez le droit de choisir, y croire ou les laisser passer. C'est le début de la véritable liberté intérieure, la liberté de ne pas être l'esclave de votre propre esprit. Cette pratique trouve un écho dans de nombreuses traditions. Le bouddhisme parle de l'esprit d'observateur, le stoïcisme enseigne à distinguer les faits des jugements, et la psychologie contemporaine appelle cela la décentration cognitive. Mais tous disent la même chose. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes celui qui observe la pensée. Cette reconnaissance ouvre les portes de la sérénité. Car lorsque la pensée négative surgit, vous ne désespérez pas. Vous souriez simplement et dites « Ah, la voilà encore ». Elle est comme un enfant qui se rend compte qu'il ne fait plus peur, elle se retire en silence. Ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'en pratiquant le témoin compatissant, vous découvrez une source de paix qui a toujours été en vous. Car au fond, votre essence n'a jamais été touchée par les pensées. Elles vont et viennent, mais vous restez.
Elles changent de forme, mais vous êtes l'espace immuable qui les contient. C'est comme le ciel et les nuages. Les nuages peuvent cacher le soleil, mais le ciel reste bleu derrière eux. En vous souvenant de cela, vous cessez de chercher la paix à l'extérieur et commencez à la trouver à l'intérieur, dans le simple acte de témoigner de votre propre esprit. Avec le temps, cette pratique devient naturelle. Vous commencez à observer non seulement les pensées, mais aussi les émotions, les impulsions, les réactions. Et vous découvrez que vous n'avez pas besoin de réagir automatiquement à quoi que ce soit. Entre le stimulus et la réponse, il y a toujours un espace. Et dans cet espace se trouve votre pouvoir. Le témoin compatissant vous apprend à habiter cet espace, à y vivre, à l'étendre de plus en plus. Ainsi, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ d'apprentissage. Vous cessez d'être une marionnette de l'esprit et devenez le maestro de votre propre conscience. En comprenant que vous n'êtes pas vos pensées, mais la conscience qui les observe, vous renaissez. Car le pouvoir de l'esprit négatif ne réside pas dans sa force, mais dans sa capacité à vous tromper. Lorsque le masque tombe, l'illusion se termine. Et vous découvrez que vous avez toujours été libre. C'est le cadeau du témoin compatissant. Vous redonnez la place de maître, d'observateur, de présence. C'est le début de la véritable libération. Ce n'est pas une fin, mais un chemin qui se renforce à chaque respiration, à chaque instant où vous choisissez d'observer au lieu de vous identifier. Et sur ce chemin, votre esprit cesse d'être une prison et devient un espace infini de clarté. La renaissance intérieure. La renaissance intérieure commence toujours par une mort symbolique. Pas la mort du corps, mais la mort des vieilles identités, des récits qui ne servent plus, des pensées qui se répètent comme des chaînes. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Et c'est justement cette douleur qui signale que quelque chose d'ancien est en train de se défaire. La chenille, avant de devenir papillon, doit passer par l'obscurité du cocon. Le phénix, avant de renaître, doit être consumé par les flammes. Il en va de même pour l'âme humaine. Nous devons laisser mourir ce qui ne nous sert plus pour que le nouveau puisse naître. Mais l'esprit craint cette mort symbolique. L'ego résiste, car il croit que sans ces récits, vous cesserez d'exister. Il s'accroche même à la souffrance, car au moins la souffrance est connue. C'est comme quelqu'un qui reste dans une prison sombre, parce qu'il craint la lumière à l'extérieur. Cependant, la renaissance exige du courage, le courage de lâcher les vieilles pierres, de traverser les couloirs sombres, de se défaire des masques. C'est à ce point que beaucoup abandonnent, car ils croient qu'ils perdent quelque chose. Mais en réalité, ils ne font qu'ouvrir de l'espace pour que la vraie vie se manifeste. La renaissance ne se produit pas d'un seul coup. C'est un processus, un cycle de petites morts et de petites naissances. Chaque fois que vous lâchez une pensée négative, une partie de vous renaît. Chaque fois que vous choisissez le silence au lieu du bruit, un nouvel espace s'ouvre. Chaque fois que vous pratiquez la compassion envers vous-même, une nouvelle conscience fleurit. C'est comme si, peu à peu, vous retiriez de vieux vêtements qui ne servent plus jusqu'à ce que votre essence se révèle enfin. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de vous souvenir de qui vous avez toujours été. Pour beaucoup, ce processus peut être douloureux car il implique d'abandonner l'identité de victime. Il est plus facile de croire que nous sommes définis par nos blessures, que nous sommes les produits de nos douleurs. Mais la renaissance intérieure nous invite à faire un pas de plus, à dire « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir à partir de cela ». Cette phrase est un tournant, car elle remet le pouvoir entre vos mains. Le passé cesse d'être une condamnation et devient une matière première pour la transformation. Et, à cet instant, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas l'otage de l'histoire, mais le créateur de l'avenir. Un rituel symbolique peut vous aider dans ce processus. Prenez une feuille de papier et écrivez dessus une pensée négative récurrente. Lisez-la à voix haute, reconnaissez sa présence, puis brûlez le papier. Observez les flammes consumer les mots, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres.
Ce geste simple a un pouvoir immense, car il marque physiquement ce que vous libérez intérieurement. C'est comme dire à votre esprit: j'honore ce que tu as essayé de m'apprendre, mais maintenant je choisis de lâcher. Le feu, qui symbolise la destruction, devient ici aussi le symbole de la renaissance. La renaissance intérieure n'est pas seulement individuelle, elle se répercute aussi dans votre vie extérieure. Lorsque vous changez à l'intérieur, vos relations changent, vos choix changent, votre énergie change. Les personnes qui s'éloignaient auparavant commencent à se rapprocher. Les opportunités qui semblaient fermées commencent à surgir. C'est comme si la vie répondait au nouveau champ vibratoire que vous commencez à émettre. Car le monde est un miroir, il vous renvoie ce que vous portez en vous. Lorsque votre esprit se renouvelle, l'univers se réorganise aussi autour de vous. Et pourtant, la renaissance n'est pas un état final, mais un processus continu. Il y aura toujours de nouvelles ombres à intégrer, de nouvelles parties de vous-même à reconnaître. Mais au lieu de voir cela comme un fardeau, vous commencez à le voir comme une opportunité. Chaque crise devient un appel à renaître. Chaque chute devient une invitation à se relever différemment. La renaissance est mouvement, c'est un flux, c'est la danse de la vie qui ne se termine jamais. Et plus vous vous abandonnez à ce flux, plus vous découvrez qu'il n'y a rien à craindre. Le plus beau de la renaissance intérieure est qu'elle révèle une force que vous ne saviez même pas posséder. À chaque douleur traversée, à chaque ombre éclairée, vous découvrez que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez. Et cette force ne vient pas de la lutte, mais de l'abandon. Car le papillon ne lutte pas pour sortir du cocon, il fait confiance au processus. Le phénix ne craint pas les flammes, il s'y abandonne. Il en va de même pour vous. Lorsque vous faites confiance au processus, vous découvrez qu'au sein de la destruction se trouve déjà le germe de la création. La fin n'est pas la fin, c'est toujours un commencement. Ce chemin éveille aussi quelque chose de sacré, la compassion pour les autres. Car en renaissant, vous comprenez que tout le monde porte ses propres cocons, ses propres cendres, ses propres ombres. Et, au lieu de juger, vous commencez à comprendre. Au lieu de vous éloigner, vous commencez à accueillir. La renaissance ouvre non seulement votre vie, mais aussi votre cœur. Et cela crée une nouvelle façon d'être au monde, plus légère, plus présente, plus humaine. Le moi renouvelé ne vit pas seulement pour lui-même, mais éclaire aussi le chemin de ceux qui marchent à ses côtés. Et ainsi, au milieu des cendres, vous trouvez des fleurs. Au milieu de l'obscurité, vous trouvez la lumière. Au milieu de la mort symbolique, vous trouvez la vraie vie. C'est la renaissance intérieure, non pas quelque chose de lointain ou de miraculeux, mais quelque chose qui commence ici, maintenant, dans votre choix de lâcher le vieux et d'accueillir le nouveau. Chaque respiration peut être une renaissance. Chaque matin peut être un commencement. Chaque silence peut être un portail. Et lorsque vous acceptez cette invitation, vous découvrez que la vie n'est pas une ligne droite, mais un cycle éternel de mort et de renaissance, vous menant toujours plus près de vous-même. Bien sûr, la fin d'une traversée, le début d'un chemin. Aujourd'hui, vous avez marché à travers vos ombres. Vous avez regardé le sac à dos de pierre que vous portiez et réalisé que chaque pensée négative n'était qu'un poids qui pouvait être lâché. Vous avez découvert que l'ego, ce gardien rigide, n'était pas un ennemi, mais une partie de vous qui avait besoin d'être comprise. Vous avez appris que l'esprit, même avec sa tendance naturelle au négatif, peut être reprogrammé par la conscience, la gratitude, le silence. Vous avez vu que l'alchimie de la pensée est réelle. Chaque douleur peut se transformer en sagesse, chaque échec peut se transformer en apprentissage. Le silence s'est révélé comme une arme subtile et puissante, dissolvant les bruits de l'esprit. Le témoin compatissant a montré que vous n'êtes pas vos pensées, mais la conscience qui les observe. Et, enfin, la renaissance intérieure a apporté la certitude qu'il est toujours possible de recommencer. Le chemin que vous avez parcouru ici n'est pas seulement de la théorie, mais une pratique vivante. À chaque exercice, à chaque réflexion, vous avez reçu des clés capables d'ouvrir des portes à l'intérieur de votre propre psyché. Ces clés ne disparaissent pas.
elles sont maintenant entre vos mains. C'est à vous de les utiliser chaque jour, à chaque instant où l'esprit essaiera de vous ramener dans l'obscurité. Car le véritable pouvoir n'est pas de regarder cette vidéo, mais de permettre à ces mots de devenir action, à cette réflexion de devenir transformation. L'éveil ne se produit pas en un instant magique, mais dans la répétition consciente de petits choix. Lâcher une pierre, observer une pensée, choisir le silence. Vous n'avez pas besoin d'attendre un avenir lointain pour renaître. La renaissance se produit ici et maintenant, à l'instant où vous décidez de ne pas vous identifier aux ombres. Chaque respiration profonde est déjà une renaissance. Chaque pause en silence est déjà une libération. Chaque fois que vous regardez en vous avec courage, une nouvelle version de vous-même naît. Et cette version n'est pas une invention. C'est votre moi le plus authentique qui a toujours été là, attendant d'être rappelé. La vie ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être vrai. Et la vérité de votre âme est lumière, est clarté, est liberté. Le monde autour de vous ne changera peut-être pas immédiatement, mais vous avez changé. Et lorsque vous changez, votre énergie change, et tout autour commence à se réorganiser. Les gens le perçoivent, même sans mots. L'univers répond, même en silence. Car la transformation intérieure est la force la plus puissante qui existe. Elle se répercute au-delà de vous, elle crée des vagues qui touchent d'autres cœurs, elle inspire d'autres chemins. En choisissant de détruire vos pensées négatives et de renouveler votre esprit, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous libérez aussi ceux qui croisent votre vie, car votre présence devient un phare silencieux. Et ainsi, nous terminons ce voyage. Mais rappelez-vous, ce n'est que le début. L'éveil n'a pas de fin, car chaque jour est une invitation à lâcher, à observer, à renaître. C'est pourquoi emportez avec vous cette phrase d'activation. Je ne suis pas mes pensées, je suis la conscience qui s'éveille au-delà d'elles. Répétez-la comme un mantra chaque fois que vous sentirez le poids de l'esprit. Et pour sceller ce voyage, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Que ce choix ne soit pas seulement des mots, mais un engagement quotidien envers votre âme. Car la vraie liberté n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et elle est déjà vôtre, ici et maintenant.